Bienvenue à Agile Tour Paris. Et ma présentation, travailler avec l'existant ou comment s'en débarrasser. On va parler un peu de problèmes des projets existants. Qui ici travaille déjà sur un projet existant? Ouais, ok, pas mal. Bon, on va voir ce que ça donne. Bon, qui je suis? Comme vous entendez, je ne suis pas de Paris, je ne suis même pas de France. Je suis américain, de Memphis d'origine. J'ai passé par Montpellier et Marseille, et maintenant j'habite à Marmande. Qui sait où c'est Marmande? Précisément sur la carte. Nah. Je travaille à Bordeaux. Je suis développeur en entreprise depuis une quinzaine d'années, agiliste depuis plus de 10 ans. J'avais de la chance, j'ai habité à Denver lors de la création de Manifeste Agile. J'ai pu voir Ken Beck, Martin Fowler, Uncle Bob en live. Donc j'étais convaincu de suite. Je suis aussi très expérimenté avec les projets existants. Un peu trop, on dirait, parfois. Donc pour commencer, qui c'est cet homme? Allez, c'est un Parisien même, hein? Non? Maintenant? Il vous parle plus, non? Non, toujours pas? Bon. C'est un dramaturge français, le créateur accidentel de théâtre de l'absurde. Je dis accidentel parce que c'est un titre qu'il n'aimait pas du tout. Lui, c'était juste un dramaturge. Mais il a fait quelques pièces que sûrement vous connaissez, les livres à l'écran. C'est un dramaturge que personnellement j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il a quelques liens avec l'agilité et surtout avec l'existant. Il raconte quand il était jeune, il était en Provence, il s'est baladé au soleil et s'est laissé emporter par la lumière et trouvait que tout était belle et brillant et joli et le monde était parfait. Et quand il est redescendu de ce petit rêve, il trouvait le monde terne, corrompu et la vie pleine de tâches répétitives sans sens. Ça vous parle? Il a fait aussi une pièce qui s'appelle Amédée ou Comment s'en débarrasser. Je ne sais pas si vous voyez un petit lien. C'est une pièce en 3 actes. Il y a quelque chose qui encombre. Il y a une crise causée par l'encombrement. Et puis, finalement, il y a la libération de l'encombrant. Donc, vous voyez le rapport ou pas? Donc, l'absurde, selon Wikipédia, sûrement l'Académie française, c'est un décalage entre les attentes de l'homme et l'expérience qu'il se fait. L'existant, on dit que c'est un projet en cours, en production, qui gagne de l'argent, mais moi je dis que c'est un décalage entre le but d'un projet et son déroulement actuel. Parce que souvent, l'existant, on n'arrive pas toujours à faire exactement ce qu'on voulait faire. Mais juste assez pour que le client reste. Donc l'absurde existe, un peu trop souvent dans les équipes de dev. On dev à l'arrache, on n'a pas de specs comme il faut. Il y a le brassage de l'équipe. On a souvent les specs qui ressemblent un peu à ça. Donc là, je vais vous faire une petite présentation en 3 actes. Le cycle de vie d'un projet informatique. Donc on commence avec les bonnes idées. On prend des décisions douteuses ou qui conviennent à le moment. On s'y croche. Et puis finalement, on dit là, il faut que ça change. On ne peut pas continuer. Acte 1. Donc vous avez dit que vous étiez dev. Vous travaillez dans quel secteur? Du web? Oui, dans tous les secteurs.
Bon, j'ai travaillé une fois sur un projet, c'était de changer un client-server en web. Et on avait beaucoup d'existants. Donc un serveur AS400, c'était vraiment vieux. Et on faisait des composants en VB à l'époque, c'était en 2000. Et l'architecte était l'architecte AS400. Et donc il voulait que les composants VB communiquent en écriture d'un fichier texte qu'il réalisait. Donc à l'époque, on avait quand même la communication entre process. Donc ça arrive souvent. Mais donc pourquoi on n'avance plus ou pas assez vite? Ben, il y a l'existant, le code, l'équipe, l'état d'esprit de l'équipe et surtout les connaissances de l'équipe. Donc le projet existe aussi. On a le produit, l'équipe, les clients, le problème. C'est la vie, c'est l'existant. Le code. Vous avez tous vu ça. Des fameux spaghetti code. Qui c'est lui? Allez, projetez-vous. C'est le Flying Spaghetti Monster. Okay, donc on a le code existant. C'est probablement pas V1, peut-être V2, V3. C'était sûrement réécrit plusieurs fois. Parce que c'est ce qu'on fait quand on ne sait pas ce qu'on fait. On jette et on réécrit. C'est complexe, sûrement. C'est jamais simple, le code existant. Mais les clients l'utilisent. Ils en veulent plus. Ils veulent que ça marche un peu mieux. Il y a toujours le code existant. Ça peut ressembler à ça. On est chez Microsoft, donc c'est de C#. Mais coder, c'est bien. Vous voyez quelques problèmes là ou pas? On va revenir. Et puis comme c'est tous les projets web maintenant, il y a toujours le côté client. Donc c'est le JavaScript. Et pareil, ça c'est un peu vieux aussi. C'était écrit il y a 10 ans. Mais l'équipe, ils ne sont pas trop bêtes. Ils ont quand même un script de build. Ils peuvent builder. Ça ne marche pas nickel, mais ils peuvent builder. Vous le connaissez celui-là? Quelqu'un? Vous n'êtes pas branché. C'est du LOL code. Ça existe. Et on peut builder avec. Bon, on a l'équipe. Ils n'ont pas entendu tout le code. C'est des gens braves. Ils ne sont pas assez nombreux. Il y a toujours un leader, ou un meneur, un héros parfois, qui va sauver la journée, qui va sauver le projet. C'est lui en rose. Il y a souvent aussi une structure très hiérarchique, ou moins hiérarchique. Ce ne sont pas des équipes agiles souvent. Et ils ne sont pas toujours faciles à travailler avec. Ils ne sont pas toujours ouverts le changement. Vous comprenez le photo? Non? Il y a souvent aussi cet personnage. C'est le bozo bit. En fait, le bozo bit, c'est un concept. Il y a toujours quelqu'un dans l'équipe qui dit des conneries, qui a des mauvaises idées. Et finalement, tout le monde dit, bon, écoute, lui, c'est un bozo, on ne va pas l'écouter. Il va faire ce qu'il veut. On va lui filer les tâches pas intéressantes. Et puis, ça ne fait pas une bonne équipe. Hein. Il y a toujours le client, il a toujours du bras, il part dans tous les sens, il a toujours des idées, il veut toujours plus, il ne comprend jamais pourquoi ça ne marche pas comme il faut. Il vous a dit ce qu'il fallait faire, il fallait juste le faire. Tu as vu les Mad Skills GIMP là? Donc, il décrit toujours un joli produit. Je veux un beau renard, comme ça. Il vous laisse partir. Vous dites, ah, ça va prendre 6 mois. Au bout de 6 mois, vous livrez ça.
Et il ne comprend pas pourquoi. Et toujours pas pourquoi. Je vous ai dit clairement ce qu'il fallait faire. Mais voilà, on est là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a des problèmes de tous les projets existants. Il n'est pas stable, il n'est pas beau le produit. Il ne fait pas ce qu'il faut faire, il manque de fonctionnalités. Il prend trop longtemps pour faire des nouveaux features. Le code est trop difficile à mener. Et puis l'équipe n'est jamais stable. L'équipe change tout le temps. Et puis souvent, les nouveaux équipiers, c'est un jeune de NSS2I qui sort directement de l'école, qui était vendu expert PHP, qui n'a jamais bossé en équipe, en dehors de ses stages, où il produisait bien sûr le code production, qui n'est pas le travail d'un stagiaire, qui amène des choses intéressantes. J'étais sur un projet pour une grande entreprise française. On avait 3 millions de clients pour un produit cloud. Et je pense qu'il y avait des stagiaires qui ont bossé dessus. Et j'ai trouvé quelque chose que je ne savais pas exister. J'étais dans le code et je tombe sur une chaîne anonyme avec code, des caractères, fermeture de code, point virgule. Je n'étais pas assigné à quelque chose. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. Mais comme c'était legacy, on n'avait pas de test, on l'a laissé. Je ne veux pas le casser. Hein. Donc, souvent on finit comme ça. On a un projet, ça marche. On peut mettre de l'antifreeze sur le brosse à dents. Ce n'est pas toujours la façon la plus facile. Mais ça marche. On a un produit, mais il est bancal. Les clients sont frustrés. L'équipe est surmenée, frustrée aussi. Personne n'est content. Il manque de structure et de bonnes pratiques, bien sûr. Vous savez qui c'est ça? Ou ce que c'est? C'est un nom. C'est une Rube Goldberg machine. Rube Goldberg s'amusait à faire plein de machines comme ça. Donc, quand on a marre comme ça, on va voir le chef. Bon, écoute, ça va pas. Il y a des nouveaux techniques qui marchent bien. On peut faire des pratiques agiles. Non. Je sais pas pourquoi c'est toujours comme ça. Hein. Bon, acte 2. On ne peut plus faire rien. Ça, c'est une photo d'ici, je pense. Bon, je ne sais pas le Paris, mais ce que j'ai vu ce matin, ça ressemble beaucoup à ça. Bon. Donc, comment on est arrivé là? C'est le cercle vicieux de manque. On n'a pas de temps, on n'a pas de connaissances, on n'a pas d'organisation, on ne peut plus faire de l'évolution, on n'a pas de test, et puis finalement, on n'a pas de passion non plus. Hein. C'est fatigant d'être sur une équipe qui tourne en boucle, qui produit de la merde. C'est pas intéressant, c'est pas pour ça qu'on est devenu informaticien. C'est juste le serpent que je voulais, mais c'est un très bon livre. Rien à voir avec l'informatique. C'est de chez moi. Le manque de temps. Comme on n'est pas nombreux, on a beaucoup à faire. Et on est toujours en retard. Il nous faut une horloge comme ça. Mais on finit par travailler à l'arrache. Qui ici a travaillé à l'arrache? Voilà. Quelle perte de post-it. Hein? On commence, on dit, on va s'organiser, on va découper en tâches, on va faire plein de tâches. Tout le monde fait des post-it, on les met au milieu. Au hasard, bien sûr. Puis pendant 2 semaines, on suit les post-it. Et puis, bon, ok, les gars, on doit livrer dans 3 semaines. Hein. Faut que ça avance plus vite. Hein. Donc, c'est à l'arrache. Les connaissances, c'est par chance que quelqu'un avait entendu parler de post-it et ce qu'il disait quoi, c'était agilite ou un truc comme ça. On n'a pas de temps pour se faire la veille technologique. On
Donc, du coup, on n'avance plus en l'informatique, il faut apprendre tout le temps. Il y a toujours une nouveauté. Mais quand on est dans une équipe comme ça, on n'a pas envie, tout juste. Qui ici travaille avec quelqu'un qui ouvertement dit qu'il ne code pas en dehors du boulot? Allez, ok. À Bordeaux, je suis dans une association où on organise des coding dojo. J'essaie toujours d'inviter mes collègues actuels à venir coder. C'est amusant. Mais le nombre de fois où j'ai des gens qui me répondent, mec, je ne code pas en dehors du boulot. J'ai mon travail, j'ai fait mes heures. À 18h, je m'en vais. Je m'en fous. Et franchement, c'est triste. J'ai mon diplôme, j'ai mon CDI. Qu'est-ce que tu veux d'autre? L'organisation. Vous connaissez Dilbert, non? C'est quand même... voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne me souviens plus. Ah ouais. Stupid lazy. Non, vu l'état de lieu, on n'a pas de temps pour corriger les bugs, on n'a pas de temps pour s'organiser mieux. Puis la direction, il veut juste que ça va plus vite, il nous donne des ordres sans vraiment donner de direction. Donc c'est la galère. L'évolution, on n'a pas de temps, on ne sait pas le faire. On voudrait faire un truc comme ça, on commence avec le facile, on finit avec les 3D, bien qu'il y en a qui ne l'aiment pas. Mais normalement, on finit plutôt comme ça. On a ajouté tous les features qu'ils voulaient. Hein. C'est pas ergonomique, mais on a livré tous les features sur un écran. Et c'est un vrai produit, ça, que j'ai utilisé d'ailleurs. J'aime bien Dilbert. Les tests. Donc, un projet Legacy n'a jamais des tests automatisés. On teste, bien sûr. Faut tester. J'ai bossé pour un site e-commerce que vous connaissez sûrement. C'est basé à Bordeaux. Et on testait, on livrait. Quand on faisait une mise en prod, on testait. La première fois que j'ai fait une mise en prod, mon chef me dit, OK, on a livré le front, faut le tester. Et bon, OK. Qu'est-ce que je fais? Tu vas sur le site et tu choisis un produit, tu le mets dans le panier, tu l'enlèves, tu le remets, tu achètes 3 trucs. Donc c'est la façon de tester Legacy. Ah, ça marche pour certains. Hein? Puis ça génère surtout les bugs. Et puis finalement, le travail comme ça, c'est usant. On n'a plus envie. Tu n'as pas envie d'innover. Tu sais qu'il y a des meilleures choses de faire, une meilleure façon de faire. Mais à la fin de la journée, moi aussi, parfois je dis non, j'en ai marre. Je ne veux pas aller coder un coding dojo. Ah, c'est le JavaScript? OK. Donc, l'équipe démotivée produit des produits qui n'ont pas de passion. Ça se voit dans le produit. Et voilà. Donc, tiens, je vais essayer ça. Ça marche pas. Vous connaissez le film, là? C'est un culte aux États-Unis. Ça s'appelle Office Space, en anglais. En français, c'est 35 heures, c'est déjà trop. Il faut le voir. C'est sorti en 99 et c'est vraiment actuel aujourd'hui. C'est vraiment la vie informatique en entreprise. Acte 3. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Miaou, enlève-moi ce chapeau. Bon, là, il faut faire une évaluation de là où on est. Comment on peut changer? Il faut voir la structure, la technique, l'humaine, l'attitude. Et parfois aussi, se décider est-ce qu'il y a possibilité de changer. Parce que certaines boîtes, vaut mieux aller chercher ailleurs.
Certains ne veulent pas changer. Donc, la structure. Le postulat très important. Je ne parle pas au coach agile ou quelqu'un qui était engagé pour changer l'équipe. La plupart du temps, les pauvres devs de SS2I se trouvent dans un projet qui existe et on veut juste qu'ils livrent. Allez, voilà les specs, vous avez 3 jours pour le faire. Ah, je sais que tu le sais, je ne connais pas le code, mais on a calculé 3 jours, donc allez, au boulot. Donc, il faut trouver les moyens de faire des bonnes pratiques. Qui ici fait des tests unitaires? Qui ici fait des tests unitaires parce que le chef vous a dit de faire? Allez. OK. Qui ici ne fait pas des tests unitaires parce que le chef ne veut pas que vous le fassiez? Allez, ça n'a pas changé quand même. Il ne faut jamais demander au chef de faire les tests unitaires. Vous êtes ingénieur, vous avez un but de faire de la code qui fait ce qui est dit dans le spec, dans la story. Et comment vous le validez si vous ne faites pas des tests? Il faut toujours faire des tests. La technique. On est là pour avancer le projet. On est expert. On a été embauché pour le poste. On a passé l'entretien. On a bien supporté tout ce qui était marqué sur le CV par le SS2I. Oui, je suis expert. J'ai fait 20 ans de PHP, .NET 4.5 depuis 10 ans. On est là pour avancer le projet. Donc, il faut toujours... Vous allez revoir celui-là. La duplication, c'est poison. Il ne faut pas l'avoir. Dans le code, le nombre de fois où j'ai vu des duplications, je ne vais plus citer des gens, mais j'avais un tâche d'ajouter des produits à l'achat, des produits cibles. Quand on a acheté un barbecue, on propose des trucs pour le barbecue. Et bien sûr, j'avais 3 jours pour le faire, comme d'hab. Donc j'ai cherché, je dis, mais, ok, j'ai fiché les produits, mais comment j'ai fait pour l'ajouter dans le panier? Il y a un collègue qui dit, ah ouais, tiens, il y a un panier helper qui a une méthode ajoute panier. Je dis, ça a l'air normal, ouais, ok, parfait. Ça prend un produit ID en entrée. Donc j'implémente, j'y clique, ouais, c'est ajouté, j'ai le produit. J'ai ajouté un autre produit. Ah, ça a ajouté. Oh, attends, il n'y a que celui-là. Donc je commence à regarder. La méthode ajoute produit. Il supprime le panier avant de l'ajouter. Donc il aurait dû être appelé supprime panier et ajouter à nouveau. Donc souvent ça c'est un très très grand problème legacy. Le code ne porte pas son intention. C'est mal nommé. Donc ça fait partie de duplication. En plus de ça, il y avait au moins 5 autres méthodes ajoute panier qui n'avaient rien à voir parce que le code était fait par des gens qui passaient, dans une équipe qui brassait, et puis personne n'avait le temps pour aller chercher ce qui existait déjà, donc à chaque fois, à recréer. Qui connaît Solid? Non, il n'y a que 3 personnes. Ou 5. Sérieux? C'est quand même... Qui connaît Uncle Bob? Voilà, c'est le même 5. Solid est 5 pratiques de bonne ingénierie informatique qui va détailler plus en détail tout à l'heure. Donc je ne vais pas passer plus de temps dessus. Mais c'est souvent ces pratiques qui ne sont pas appliquées en entreprise. Surtout les premières, la séparation de responsabilités, qui travaillent sur le code qui a des méthodes de plus de 50 lignes. Je vais voir les mains de tout le monde. Okay. Plus de 100 lignes.
plus de 500 lignes. Il n'y a pas très longtemps, j'ai travaillé sur un projet ASP.NET. On avait des contrôleurs qui étaient plus de 1000 lignes et qui avaient juste 5 ou 6 méthodes. Hein. Donc, déjà, je pense qu'ils n'étaient pas à responsabilité unique. Hein. On ne va pas parler des autres parce que déjà 500 lignes. Côté humain, dans le projet Legacy, il y a toujours un côté humain. Et ce n'est pas toujours beau. Donc, les collègues, est-ce qu'ils veulent changer? Ceux qui sont contents de leur CDI et de coder avec des pieds, je ne sais pas s'ils veulent changer. Moi, je pense qu'ils peuvent. Est-ce qu'ils veulent? Est-ce que les équipes sont traitées avec respect? Ou est-ce qu'ils sont traités comme des engrenages? J'ai vu ça plein de fois. Où il nous manque 3 devs, allez, oui, SS2I, tu nous envoies 3 profils, ils arrivent, ils sont là la semaine prochaine. Continue le projet, on ne décale pas. Et puis, l'honnêteté dans les interactions. Combien de fois vous avez dû dire « Oui, chef, t'inquiète pas, on va le finir ». Tu sais que tu ne vas pas le finir. Tu sais. T'es menti. Moi, je le fais. Je regrette maintenant, je ne le fais plus. Je dis non, c'est pas possible. Et puis l'échéance irréalisable. Qui ici est chef de projet? Il y a plus de mains. Est-ce que c'est les devs qui font les estimations ou c'est vous? Les deux? Des devs? Que des devs? Il n'y a pas de pression. Bon, ok, 2 semaines. Ce serait bien si c'était 10 jours. Hein. Le client serait plus content. Non? J'avais fait ça? Par référence. Ça, c'est le chef de 35 heures, c'est déjà trop. Il faut que vous voyez le film. C'est disponible sur Internet. Je ne vous donne pas l'adresse. L'attitude. Est-ce que l'ambiance est bonne dans l'équipe ou est-ce qu'il y a des bozos? Est-ce qu'on rigole quand le build est cassé? Ou est-ce que c'est un truc sérieux? Oh merde, faudra quand même le corrige. Hein? Combien de fois vous avez bossé avec des environnements partagés? Qui bosse avec des environnements partagés? Qui dépendent d'une base de données qui n'est pas sur leur machine, des services qui n'ont pas contrôle. Combien de fois vous êtes bloqué parce que quelqu'un a cassé le build? Moi, j'ai vécu ça trop. Une fois, on était 3 jours. Je pouvais pas bosser. Le service c'est down, donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On boit du café. On joue au baby-foot. Allez. La liste de Joel. Joel Spolsky. Ça vous dit quelque chose? Qui connaît Joel Spolsky? C'est un gars qui fait quelques sites, rien de très grand. Stack Overflow. Vous ne connaissez pas, non? C'est pas très utile. Il y a plus de 10 ans, il a créé un test. C'est un investisseur qui achète des idées des entreprises. Et donc, il a fait une liste de 12 points qu'il utilisait pour noter les entreprises avant qu'il achète. Et donc, je ne vais pas vous raconter tous les 12. Vous avez une petite utile, c'est Bing, qui va vous le montrer de suite. Mais le premier, c'est le nombre de fois que j'ai vu ça. Qui ici utilise Git ou TFS ou SVN ou... Là, je veux voir la main de tout le monde. Hein. OK.
il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai arrivé sur un projet. J'ai dit, bon, ok, je vais me lancer. C'est où le code? Ah, ben, vous allez sur t2./build, vous prenez la dernière archive. Je dis, ouais, ok, je veux pas le binaire, je veux le code. Ah non, non, c'est l'archive du dernier code. Je dis, mais vous n'avez pas un outil d'archivage? Et quoi? Je dis, bah, tu sais, source control. Non, jamais entendu parler. Bon, ok. Donc je l'expliquais. Il ne comprenait toujours pas. J'ai pas resté longtemps. Le deuxième point, c'est le plus difficile. Il y a beaucoup qui ne le font pas. Donc n'ayez pas honte. Qui ici peut builder en une seule étape? Ah, pas mal. Avec Jenkins? Non? Ouais. Il y a plein d'outils maintenant. Déjà, depuis 10 ans, on avait des outils super faciles. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas faire. Qui compile tous les jours? Bien. Il y a des gens qui ne le font pas. Je ne comprends pas. Le bug tracker. Tout le monde a un bug tracker. Oui. Il y en a qui n'ont pas. Hein. Il y a un nouveau bug. Bon, bah, fais un post-it, tu le colles au mur. OK. Et qu'est-ce qui se passe quand ça décolle derrière le bureau? Il n'y a plus de bug. C'est corrigé. Bon, on va s'en sortir. Avec des tests, de restructuration, de organisation. J'arrive pas à lire là. La maîtrise de l'environnement. Tout ce qu'il y a là. Les machines. J'ai arrivé. Ah oui, les tests. Super important les tests. Cette image m'est venue comme ça un jour, je lisais brièvement. Les tests, c'est un réconfort. C'est une protection. C'est même quasiment hyper rassurant. Et quand ça passe au vert, on est bon. La restructuration de code, aussi connu sous le nom refactoring, mais j'essaie d'éviter les mots anglais. C'est pour rechercher des parties de code qu'on peut restructurer pour que ça soit plus facile à modifier plus tard, que ça soit plus lisible. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais la classe de 5500 lignes des contrôleurs qui était énorme. Donc là, c'est une super idée de restructuring. On peut faire des extract méthodes. Tout le monde a des outils, qui a des IDE qui avec les outils de refactoring. Oui. C'est quoi, ReSharper, il y a tous les IDE maintenant, ils ont quelque chose. Utilise-les. Enlève le code mort. Le code, il est archivé. Donc, si vous n'utilisez plus le code, si vous avez un bloc de code qui est commenté, supprime-le. Ça sert à rien. C'est pas la peine de garder. Les commentaires, les plupart des commentaires, j'imagine, on peut le supprimer aussi. Déjà, quand vous modifiez quelque chose, est-ce que vous mettez à jour le commentaire? Non, vous ne le mettez pas à jour. Ces cartes en bas, là, je ne les ai pas encore achetées, mais je les trouve sur Internet, là où c'est marqué. Là. C'est pas cher, c'est genre 5 livres. Ça veut dire bien, plein de bonnes idées de refactor. Mais il ne faut pas perdre la vision du but final. Il faut livrer quelque chose qui marche. Il faut plaire au client pour qu'il vous paie. Et on peut arriver à ça, pour réorganiser l'équipe dans ce que moi j'appelle la hiérarchie idéale, parfaite. Qui travaille dans une hiérarchie pareille?
Ah, il y en a. Ça commence à exister, c'est réel. Pour moi, c'est très important qu'on compartimentalise les différentes parties de l'entreprise. Les directions, ils font les directions. Les métiers, ils font le métier. Les devs, bah, ils dev. Et IT, il fait IT. Mais je ne veux pas que les autres viennent me dire de quoi faire. Moi, je ne dis pas au IT comment gérer son serveur. Je ne dis pas au métier, non, t'as tort, il ne veut pas faire ça. La dette technique. Là, il y a deux définitions différentes. Il y en a qui pensent que la dette technique, c'est juste du code qui est sale, qui encombre l'avancement. C'est une définition. Je pense que la définition plus juste est la dette technique est une volonté d'un projet de faire quelque chose, de prendre un raccourci, de ne pas créer une hiérarchie de classe et faire juste un switch case pour livrer plus rapidement. Mais il faut se rappeler que c'est là et c'est des dettes techniques. Mais en tout cas, il faut toujours revenir en arrière, le nettoyer. Même si c'est juste du code produit avec des pieds. Mais il faut revenir. Et c'est là où les tests vont vous aider. Le cas de test où je vous ai parlé tout à l'heure, où j'allais cliquer commander des produits. Pour les tester, j'ai créé des tests Casper.js qui faisaient le cliquage pour moi. Donc, ça nous permettait aussi de refactorer le code. Revue de code. Qui ici fait des revues de code? Systématiquement, elles vont te faire un check-in. Oui, il y a un seul main. Faites des revues de code. Si vous ne faites pas de binôme, c'est la deuxième meilleure chose qu'on peut faire. Idéalement, le binôme, c'est revue de code en continu. Mais faites des revues de code. Hein. Et quand vous faites des revues de code, il ne faut pas oublier, on n'attaque pas la personne, on attaque le code. Tu peux dire que c'est dégueulasse, mais tu ne dis pas, tu as fait quelque chose de dégueulasse. Parce que nul n'est parfait. Bon, on va faire un code review. Vous vous souvenez de ça? Qui peut me dire quelque chose qui ne va pas? Non? Bon, les nommages, c'est déjà pas génial. Dans ce cas-là, ça peut être bien. Mais non, il y a déjà, il n'y a pas de paramètres. On a des statiques et des globales. Et les lignes ici, en fait, ils servent juste à sortir l'URL. Donc pourquoi on va toucher déjà un objet qui ne nous appartient pas? Ça appartient au système. Juste pour voir l'URL. Donc en global, c'est... On peut le refactorer à ça. On passe des paramètres. Et puis, bon, le Blah Factory, c'est pas génial, mais c'est déjà mieux. Donc le JavaScript. Mais non, c'est le langage que tout le monde adore. Qui fait du JavaScript? Ouais. Qui peut me dire ce qui ne va pas? Il y a une chose flagrante. J'entends pas super bien, mais je n'ai pas entendu ce que je voulais dire. Il y a manque de var. Le E, dans ce cas-là, est global. Et en plus, E, c'est un nom assez commun. Donc si vous utilisez une autre bibliothèque JavaScript qui est un peu bête et utilise E en global aussi, là, il va être écrasé. Donc il faut utiliser var. Et puis là, on peut le refactorer carrément en ligne. L'environnement. Est-ce que tout le monde a des bonnes machines? Tout le monde a i7, 8 Go de mémoire? Ouais, non? Je suis arrivé sur un projet. Comme j'étais juste un engrenage, il m'a filé une machine d'engrenage. C'était même pas un Pentium, je sais pas. Mais on avait un projet qui avait 18, une solution qui avait 18 projets.
Ça prenait 45 minutes pour compiler. Et je ne plaisante pas. 45 minutes. Et quand j'ai tapé, ça freezait pendant 5 secondes. Donc, productivité, 0. Donc, faut pas faire travailler les gens comme ça. Et ça existe toujours, je le vois toujours. Achète une machine, ça ne coûte rien du tout. Un environnement de développement isolé, ça évite les blocages aussi. Et puis des automatisations de tests et de build. J'arrive pas à dire ce mot. Et puis, qui travaille dans les espaces ouverts? Ça vous plaît? Ouais, gardez les mains en haut si ça vous plaît. Ouais? Vous êtes tous sur la même équipe, j'imagine. Qui travaille toute la journée avec des casques à cause du bruit? Évitez les open space. Si on n'est pas sur la même équipe. Si on a une petite équipe, c'est génial. Mais quand il y a 40 dans une pièce, c'est l'horreur. Les formations, comme on a dit tout à l'heure sur les connaissances. Des formations, ici en France, on est gâtés. On a des DIF, on a plein de moyens d'avoir les formations. Qui a pris une journée aujourd'hui pour venir ici? Ou qui a été envoyé par l'entreprise? Ouais? C'est pas mal. Donc, il y a plein de moyens de faire la formation. Il y a les ateliers, les brown bag lunch. Déjà, discuter technique avec l'équipe. Est-ce que vous avez des discussions techniques d'amélioration avec votre équipe? Parce que souvent, le gars qui code pas chez lui, il n'a rien à foutre. Hein. Il ne veut pas parler technique. Il a son travail à faire. Faites des jeux sérieux. TastyCupcakes.org. Il y a plus de 100 jeux agiles qui démontrent de différents aspects de l'agilité. Et c'est en plus amusant. Puis les méthodes. Il faut implémenter quelque chose. Il y en a qui font des choses fait maison, mais il y en a des super qui existent. XP. XP, c'est la base pour moi. Vous implémentez XP, puis vous passez au Scrum si vous avez plusieurs équipes, mais en faisant toujours l'XP. XP. Parfois, Kanban, c'est plus adapté pour un projet existant. À vous de voir. Mais renseignez-vous, il y a plein de choses intéressantes. Surtout, focaliser sur l'important. Un logiciel stable qui plaît au client. Surtout le quotidien épanouissant. J'aime pas voir les gens partir la journée, tous les jours, débiter. Ah ouais, j'ai fait de la merde toute la journée encore. Ça marche toujours pas. Faites l'excellence technique. On est tous ingénieurs. On est là pour faire les choses correctement. Et puis, dans ma société perso, on a 3 valeurs clés. L'honnêteté. Faut pas se laisser rouler. S'il y a des choses qui se passent pas, qui sont pas nettes, il faut les exposer. Faut pas dire oui chef, je vais livrer un truc impossible. Et puis ne vous laisse pas écraser. Humilité. Oui, je suis super humble là. Faut savoir reconnaître ses fautes. Combien de fois les gens disent mais c'est qui a cassé le build? Personne. Heureusement, il y a le moyen de trouver. Hein. Bon. J'ai toujours sauté des slides. Je ne sais pas comment ça se fait. Bon, en résumé, j'ai créé le 17-16. Non, le 16-16. Fatigué. Bon, déjà, il faut avoir du courage. De compassion, collaboration, capacité. Des conneries. C'est une blague. Pour finir, il ne faut jamais oublier. C'est l'agilité qui compte. On peut arriver. Je vais. Je n'ai pas tout à fait fini. Hein. Je vous laisse avec un peu de lecture. Il y a plein de bons livres
qui vous guide dans vos améliorations. Qui a lu tous ces livres? Quelques-uns. J'espère quand même quelques-uns. Je les conseille tous. Je n'ai pas tous fini. Mais ils sont tous très bons. Et puis, il y en a tellement. C'est difficile de choisir deux. Mais Extreme Programming Explained, c'est une des bases. Et puis, le wetware, Thinking and Learning, Refactor Your Wetware. Très bon, même pour les chefs de projet. Bon. Merci beaucoup.